Bonjour à tous, nous vous proposons cette semaine un point d'étape avant d'entamer la ligne droite vers la fin de cette année culturelle riche. Et ces derniers temps, nous avons évoqué dans l'émission quelques disparus très présents. On savait que quand Johnny l'a enregistré, il était extrêmement malade. Donc se posait la question de savoir déjà comment serait sa voix. Et alors vraiment la nouvelle merveilleuse, c'est que sa voix est absolument impeccable sur ce disque. Son timbre est inaltéré, alors qu'il souffrait beaucoup. Sa puissance vocale est toujours là. Donc, c'est un album non pas de Johnny Hallyday malade, c'est un album de Johnny Hallyday qui, d'une certaine façon, depuis qu'il avait failli mourir au Cedar Sinai en 2008, en fait, n'avait jamais si bien chanté depuis les années 70 que quand il était revenu après cette maladie. Après, la qualité de l'album, puisque vous savez qu'il y a eu toute cette polémique avec, entre Laetitia d'un côté et puis David et Laura de l'autre, etc. La qualité de l'album, je dirais que ça n'est pas un album de testament crépusculaire comme ont pu l'être, par exemple, Black Star de David Bowie ou You Want It Darker de Leonard Cohen, bien que ce soit un album qui s'adresse, malgré tout, à sa disparition J'en parlerai au diable, c'est assez clair. J'en parlerai au diable, Je ne suis qu'un homme, Pardonne-moi. Il y a 3-4 morceaux comme ça qui sont clairement, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir. Et c'est enregistré avec son équipe habituelle, avec Yodelis pour la composition, Yvan Cassar pour certains arrangements, Yarol Poupeau, ces musiciens américains. Et en fait, il ne manque qu'une chose sur ce disque qui est un plutôt bon album de Johnny Hallyday du XXIe siècle, on va dire. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il manque en fait une chanson que Bertrand Lamblot, son directeur artistique chez Warner, avait demandé à Elvis Costello de lui écrire, en grande partie en français. Notre Elvis, à nous, n'a pas eu le temps de la chanter. C'est une chanson qu'on retrouve néanmoins en bonus track sur le nouvel album d'Elvis Costello. Ça s'appelle Adieu Paris, l'envie des étoiles. Et c'est le morceau qui manque parce que je pense qu'il aurait donné un petit plus à cet album, de toute façon, dont il faut surtout accuser réception de l'incroyable phénomène que ces ventes représentent et de l'incroyable affection que ça exprime des Français pour Johnny Hallyday, pour notre rockstar à nous. Alors, sur les réseaux, que dit-on ? Alors, sur les réseaux, on est assez dithyrambique par rapport à l'album. Ce qui est étonnant, c'est de voir certains témoignages de fans qui avaient besoin de s'approprier l'objet. Vous disiez effectivement que 97 physique. C'est-à-dire qu'on a même la jeune génération, même ceux qui ne l'ont pas acheté en streaming, parce qu'ils avaient besoin d'avoir l'objet. C'est comme s'ils avaient quelque chose de Johnny qui leur appartenait. Donc ça, on le retrouve vraiment sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est que l'affaire Laetitia, Laura, David prend le pas après sur les commentaires positifs. Il y a les fans qui se posent la question, mais les bénéfices de cet album vont être colossaux quand on voit les résultats des ventes aujourd'hui. Mais qui va prendre l'argent ? Est-ce qu'il va y avoir un musée au nom de Johnny ? Et il y a toute une frénésie. C'est la grande poésie des réseaux sociaux. C'est la grande poésie des réseaux sociaux. Mais là, on voit que posséder quelque chose qui a pu toucher de près ou de loin de Johnny, c'est qu'il y a eu une vente au même moment de la robe de mariée que portait Adeline Blondiot
lors de son mariage avec Johnny, et qui a été vendu aux enchères et qui a fait un prix beaucoup plus élevé qu'on imaginait, parce que là aussi, on s'achète quelque chose qui a touché un peu Johnny Hallyday. Quelque chose en nous de Johnny Hallyday. C'est ça. En 1967, après 10 ans de tournée, Brel, au sommet de sa gloire, quitte la scène. Jacques vient d'un moment où il n'y avait que les cabarets. Et puis, il y a eu toute l'évolution du disque, le marché du disque. Et Jacques a eu l'impression de devenir un produit commercial. Et là, ça, c'était la chose qu'il n'a pas pu accepter. Il s'est dit, j'arrête ce métier parce que c'est plus du tout le métier que j'ai commencé. Avant l'été, Jacques Brel aura son musée. Le chantier est suivi de très près par sa petite fille, Johanna. Donc ici, c'est le salon des archives, et donc on va montrer de manière un peu plus profonde, enfin approfondir donc la vie de Brel, avec tous des documents donc que tu as travaillé à la Fondation depuis 40 ans. Il y a par exemple le livre de famille. On va tout scanner, tout mettre dans les tablettes, et les gens pourront feuilleter comme un facsimilé. Un musée familial et interactif avec notamment un jukebox où on pourra écouter Brel interpréter dans des langues du monde entier. Mon cher Sylvestre, est-ce que l'impact de Brel aujourd'hui pour les jeunes générations que vous incarnez est toujours aussi fort ? C'est une très bonne question. Je n'en suis pas certain, en fait. J'en suis pas certain. C'est un artiste dont on parle beaucoup moins qu'on a pu en parler il y a ça 10 ans ou 15 ans. Je pense que la sortie d'une intégrale et la médiatisation de la sortie de cette intégrale, surtout, va le remettre, si pas au goût du jour, en tout cas dans les esprits de certains, et montrer à quel point il a un esprit fort contemporain, puisque les thématiques qu'il aborde, comme l'amitié, l'amour, la désespérance aussi parfois, oui, aussi, sont des thématiques qui sont encore aujourd'hui d'actualité, même peut-être même plus fortes qu'elles ne l'ont été. Et c'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y a 169 morceaux, il me semble, j'ai lu ça quelque part. 310. Ah oui. Sur les 21 CD de l'intégrale, c'est 310 morceaux. En fait, Non, effectivement, Brel n'a plus une influence aussi importante sur les jeunes générations. Oui, c'est ça, même sur son nombre de chansons. C'est le passage du temps qui est quelque chose de logique, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un aspect stylistique Oui, je pense qu'il y a un aspect, à mon avis, il y a un aspect stylistique assez fort, dans le sens où, quand on réécoute, j'ai pas écouté les 310, mais j'ai quand même fait quelques coups de sonde comme ça, c'est quand même épouvantablement daté. C'est les arrangements, bien sûr. C'est les arrangements, les chansons elles-mêmes. Si on prend juste la mélodie, les paroles sont remarquables, mais le son et les arrangements de l'époque, voilà, on a vraiment l'impression que c'était au siècle précédent. Oui, l'accordéon, flon comme ça derrière. C'était au siècle précédent. Peut-être même l'interprétation aussi, qui est même aussi un peu plus dans l'air du temps, ou ce que très les oreilles, théâtral. Voilà, théâtralisé comme ça, empoulé, un peu lourd. Oula. Sacrilège. Je vais plus pouvoir rentrer en Belgique, moi, si je continue. Non, mais Guillaume, alors, je peux te donner l'adresse de France Brel pour que tu évites le quartier. Alors, est-ce que vous partagez le même sentiment, Yves? Alors, oui, bien sûr, concernant, je l'ai dit, les arrangements, le son même. Certaines interprétations, pas toutes, mais certaines, effectivement, sont très datées des années 50. Donc, ce style, quand on chantait, vous savez, on chantait fort. Parce que... C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus. C'est vrai. Et puis surtout... Ils ne savent pas. Mais parce que c'était d'ailleurs la même chose au cinéma. On venait du monde du théâtre, donc il fallait projeter la voix, etc. C'est vrai voilà, c'est passé. En même temps, on s'aperçoit que pour les artistes de patrimoine, maintenant, il y a comme une espèce de hit-parade, c'est-à-dire ça va, ça vient, c'est par cycle. Alors, en fonction, effectivement, des rééditions... Bowie adorait Brel, par exemple. Bowie, Scott Walker, il a influencé beaucoup d'artistes venant du monde du rock. Nina Simone l'a chanté aussi, mais Stromae, si vous voulez simplement aller dans la Belgique d'aujourd'hui et le Bruxelles d'aujourd'hui. Vous avez encore beaucoup d'artistes aujourd'hui qui peuvent se référer à lui. Mais c'est vrai que pour les artistes de cette période, c'est le son et les arrangements qui les datent. Accrochez des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui vous servait de lit ne payez pas de mine,
C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Ben, sur les réseaux sociaux, en moins d'1 an, on a perdu 2 icônes en France. Il y a Johnny et Charles Aznavour. Mais ce qu'on voit... France Gall. Et France Gall, mais en résonance avec autant de témoignages, je pense que Johnny et Charles Aznavour sont les 2 grandes icônes qui ont permis d'avoir autant de réactions. Mais Charles Aznavour, ça va au-delà vraiment de nos frontières. Au Liban, en Iran, dans le monde entier, sur tous les réseaux sociaux, il y a eu des hommages qui n'étaient pas forcément le cas pour Johnny Hallyday ou France Gall, où c'était plus petit. Ah oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les hommages qui sont rendus, toutes générations confondues. C'est pas uniquement ceux qui sont nés avec Charles Aznavour, ceux qui les ont écoutés, qui l'ont écouté. Non, mais et il y a des hommages même musicaux. On voit que les rappeurs reprennent beaucoup des samples de Charles Aznavour comme Dr. Dre. Et toutes ces musiques sont postées sur les réseaux sociaux en hommage au grand Charles. Vous parliez de Céline Dion. Alors elle a fait sur ses réseaux sociaux, elle a repris chaque bout de ses chansons pour faire un hommage à son ami Charles Aznavour. Toujours donné, pardonnez-moi ma chère Laura, les moyens de conquérir le monde en apprenant les langues, en chantant dans les langues, en louant par exemple le Carnegie Hall à New York et en étant d'une certaine manière, on l'a dit, on redit, est-ce la vérité probablement, le chanteur préféré de Bob Dylan. Donc c'est une sorte de fusion internationale qu'a réalisé ce petit homme. Est-ce que vous avez Dylan, le sentiment... il l'a dit dans Rolling Stone pour le 40e anniversaire du journal. Mon cher Michel... Moi, je pense honnêtement qu'il n'y a personne du calibre. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul artiste francophone du calibre de Charles Aznavour. Et j'ajouterais, parce que, évidemment, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, ce sont des artistes francophones aujourd'hui, en partie ou en grande partie, mais ils chantent aussi dans d'autres langues. Mais simplement, ils représentent une musique qui est globalisée, comme Céline Dion, d'ailleurs. Céline Dion, qui finalement a vendu... 1/10 de ces albums, des albums francophones, le reste, c'est des albums anglophones. J'ai vraiment le sentiment qu'Aznavour... L'énorme différence, c'est qu'elle n'est pas auteur-compositeur. En plus, elle n'est pas auteur-compositeur, absolument. J'ai vraiment l'impression qu'Aznavour, c'était le dernier des Mohicans, parce qu'en plus d'être un représentant francophone, il représentait aussi la chanson française, ce qui n'est pas la même chose. Et qu'un chanteur français représentant la chanson française ait réussi à avoir ce succès, mais international, parce qu'il a été repris, il ne faut pas oublier, il a écrit pour les autres, il a écrit pour Gréco, il a écrit pour Hallyday, pour Beko, voilà. Mais il a été repris par plein d'artistes, il a été repris par Presley, par Costello, par Dylan, par... Tony Bennett. Pardon ? Par Tony Bennett, absolument, par Tony Bennett. Qui va bientôt nous quitter. Pardon. Mais sa voix durera encore. Nina Simone. Non, mais j'ai vraiment le sentiment qu'un type comme ça, au niveau du rayonnement qu'il a eu, au niveau de son talent d'écriture, de musicien, de conteur, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas 2 musiciens francophones, il n'y a pas 2 chanteurs francophones comme ça. Il n'y a personne qui le suit. Et depuis la rentrée, il a été aussi question d'apparitions talentueuses dans tous les domaines, humour, littérature et musique. J'ai lu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. J'ai réussi, il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu sais. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a pris ça comme un missile. Sylvestre, vous connaissez évidemment particulièrement bien les Van Leken. Exactement, Roméo, Johnny, Elvis, Kiki, parce que Roméo et Elvis, ce sont 2 de ses vrais prénoms, et ça montre un peu le côté inventif et artistique des parents. Les parents, c'est Marca d'un côté, un chanteur de pop belge qui a épousé Laurence Bibot, qui est une humoriste, qui est excessivement drôle, et ils ont 2 enfants, donc d'un côté Roméo Elvis et de l'autre côté Angèle, 26 et 22 ans, et ils ont... baignés dans cette atmosphère. Aujourd'hui, ils commencent à avoir du succès. Ils dépasseront sans doute le succès de leurs parents. Et au départ, dans des mondes séparés. Dans des mondes complètement... Et dans des carrières individuelles, chacun de son côté. Oui, ils ont chanté ensemble. Hein. Monsieur, Madame, c'était un duo qu'ils faisaient ensemble à un moment donné. Comme les 2 enfants ont fait à un moment donné un duo, on vient de le voir. Alors, ils sont très, très bons musicalement, chacun dans leur domaine, mais ils ont aussi une excessive grande maîtrise des réseaux sociaux. Mais je pense que Laura en parlera mieux que moi. Laura, leurs traces sur le web. Effectivement, c'est ce que disait
disait Sylla, c'est l'exemple même d'une réussite numérique. Pour prendre le cas d'Angèle, elle a commencé seulement il y a 2 ans sur Instagram à poster des petites vidéos où elle faisait des reprises. Aujourd'hui, elle a 500 000 personnes qui la suivent. Elle a une véritable communauté. Elle est adorée sur les réseaux. Et je vous recommande d'ailleurs de vous abonner, même si vous n'êtes pas Instagram, même si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé de créer un compte pour regarder ce qu'elle fait. Elle a fait une reprise d'Aznavour qui s'appelle Parce que, qui est absolument magnifique. Et il y a une interaction. C'est-à-dire que ses fans lui disent on en veut d'autres, il faut que tu refasses des reprises. Elle a refait une reprise de La Madrague, excellente aussi cet été. Et voilà, c'est un vrai succès. C'est monté petit à petit, mais très vite. Tous les artistes ne montent pas aussi vite. Elle a un univers avec elle. Ses clips sont aussi absolument géniaux. Le dernier qu'elle a fait avec son fiancé, qu'on voit aussi dans les vidéos, parce qu'il y a toute la famille. Hein. Il y a aussi le gendre qui est dans le jeu d'essai de famille qui est présent et qui réalise les clips. Le dernier a été réalisé au Parti communiste français. Il y a des extraits déjà sur son compte Instagram. Donc c'est un peu une famille shady de bis, quoi. Voilà, et avec du talent. C'est-à-dire qu'elle maîtrise les réseaux sociaux, mais elle a le talent en plus. Fabien. Mais vous savez à qui elle L'adresse me fait du Parti penser communiste. Dans la bonhomie, dans la drôlerie, elle a un petit côté, pas d'une chanteuse, mais d'une actrice de Virginie Efira, qui est belge aussi. Elles ont vraiment quelque chose en commun. Elles sont très nature. Une espièglerie. Exactement. Charlotte Cardin, c'est, comment dire, une femme bénie des dieux. Imaginez quelqu'un qui a même pas 25 ans, aurait pu faire carrière dans le mannequinat international. Elle étudiait en médecine, mais elle chantait aussi un peu à côté, une voix quand même belle, même quand elle prenait ça du côté amateur. Et donc, elle se lance à la voix, donc en 2013. La voix, c'est The Voice. The Voice. Voilà. The Voice. Et donc, elle ne gagne pas, mais sa carrière est quand même lancée avec ça. On reconnaît quand même une voix qui est vraiment phénoménale, parce que c'est une voix qui a un registre très large. Tessiture incroyable. Une tessiture incroyable. Elle peut aller dans des aigus qui sont très diaphanes. Ouais. Elle peut aller dans des graves qui font penser parfois à du Amy Winehouse. D'ailleurs, elle s'en réclame beaucoup. Elle est aussi bonne en folk que dans une pop électro plus costaude, que dans une soul, justement, qu'on a connu avec Amy Winehouse. C'est quelqu'un aussi qui est vraiment... et qui a su garder tout au long de sa courte carrière jusqu'à maintenant, mais vraiment les 2 pieds sur terre. Parce que... En plus, elle est auteur, compositeur, interprète. C'est son répertoire. Pardon, désolé, Mathieu. Auteur, compositeur, interprète. Et c'est quelqu'un qui, justement, à la fin de la voix, donc en 2013, on lui ouvrait vraiment plusieurs... portes, ou je ne sais pas comment dire, mais on lui des portes, des ponts d'or. On lui offrait quand même une carrière presque clé en main, surtout qu'évidemment, avec la voix, on le sait, il y a un engouement énorme. Et là, évidemment, tout le monde nous réclame. Et donc, elle a décidé de faire un pas en arrière, et même 2 pas en arrière. 2 ans. Et de prendre du recul pour laisser passer le temps et pour voir si elle aime vraiment ça, cette carrière-là. Parce que, elle dit, la voix, il n'y a rien de normal là, dans la voix. La voix, c'est...
il se passe quelque chose, tout le monde nous aime et le lendemain, il n'y a plus personne qui nous reconnaît sur la rue. Et elle a décidé de prendre vraiment du recul et elle est revenue donc avec ses compositions. Donc, il y a 2 mini-albums qui existent, donc Big Boy et Main Girl. Voilà, tout est en anglais ou c'est anglais et français aussi? Elle chante dans les 2 langues. Elle chante dans les 2 langues. Vraiment bilingue, ouais. Et parfaitement. C'est vraiment très beau. Et elle est à l'aise dans toutes sortes de registres. On peut la voir, comme par exemple sur Main Girl, il y a des chansons qui sont extrêmement puissantes. On pense même des fois à Florence and the Machine là, pour vraiment le côté très fort. Et en même temps, elle va jouer des versions unplugged de ses chansons. Guitare, voix, un micro et c'est tout. Et on est complètement jeté par terre. Et c'est vraiment... et c'est quelqu'un qui aurait pu aller beaucoup plus rapidement avec le talent qu'elle a. Mais en même temps, elle se dit, moi, je veux sentir ce que je fais. Je veux pas être un peu victime de toute cette machine-là. Et surtout que, bon, avouons-le, elle est ravissante, elle est vraiment très belle. Et donc, il y a toujours cette côté... Et quoi, elle a fondé un groupe, elle a trouvé des auteurs. Non, elle est auteur-compositeur. Elle a trouvé tout un groupe autour d'elle, des arrangeurs. Oui, et elle y tient, justement. Ce groupe-là, et c'est vraiment quelqu'un qui a dans son attitude une attitude de « moi, je veux faire de la musique avec les gens que j'aime ». Évidemment, c'est elle qui est en avant, mais elle le dit toujours, « moi, je veux que ce soit une aventure de groupe ». Elle se présente... Un peu comme vous et Gerlage, par exemple. C'est presque la même chose. Le duo international célébrissime. Simon et Garfunkel. À quelques X de chromosomes près, c'est presque la même chose. C'est tout aussi joli. Qui veut nous parler de Blanche Gardin qui se lance? 3, Moi, je suis preneur. Allez-y. La petite robe d'écolière, le chignon, la voix un peu comme ça. Oui, bien, c'est une Parisienne, hein, type, et elle parle de la vie d'une Parisienne aujourd'hui, mais de manière extrêmement crue, d'abord, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de limite qu'elle ne franchit pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais c'est en même temps très intelligent, c'est très vrai, c'est paradoxalement très féministe tout en expliquant justement que la fellation est une arme de négociation. C'est un de ses sketchs par lequel elle a été connue. Mais sans doute parce qu'elle a fait des études de sociologie et puis parce que ça a été une gamine perdue pendant une partie assez longue de sa jeunesse, pas de son adolescence, c'était déjà plus tard. Elle a une expérience de la vie et de la vie justement d'une femme aujourd'hui qui fait qu'en fait elle exprime ce que Laura, Catherine, sans doute vous pensez, mais que vous n'exprimez pas toujours. Elle le fait. Attention à ce que vous racontez. Pas aussi bien, on l'exprime pas aussi. Attention à ce que vous racontez, parce qu'il y a certains sketchs, si vous... Justement, elle le fait sur scène, à la télévision, puisque ces spectacles sont captés et diffusés sur les chaînes du groupe Canal+. Pour un plus grand public, elle a fait sensation lors de la dernière cérémonie des Molières, donc les remises des récompenses du théâtre français, où pour la première fois, d'ailleurs, c'est le remettant qui s'est remis le Molière à lui-même, et où elle a fait ça avec... un humour, mais absolument dévastateur. À un moment qui était particulier. En gros, elle a dit, si les actrices ne peuvent plus coucher avec les metteurs en scène, comment vont-elles faire pour trouver un rôle? Je résume la situation. Oui, il va falloir... Alors qu'on était en plein MeToo. Oui, et elle dit, alors c'est embêtant parce que vous comprenez, il va falloir qu'on apprenne les textes, qu'on passe des castings et on n'a pas le temps. Elle est juste phénoménale. Voilà, moi je suis fan depuis le premier jour. Et Laura. Mais elle est au-delà des... C'est marrant que vous vous adressiez à nous deux en tant que femmes parce que je trouve qu'elle est finalement au-delà des genres. C'est pas un humour féminin qui s'adresse uniquement aux femmes. Ça a longtemps été le cas d'ailleurs chez les femmes humoristes. Leur salle était remplie à 95% de femmes et le 5% restant, c'était souvent l'homme docile qui voulait bien suivre sa femme. Mais avec Blanche Gardin, elle le dit elle-même. qui suivait.
Oui, avec Blanche Gardin. Elle le dit elle-même, elle est une humaine avant tout. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Tout le monde, n'importe qui a envie d'assister à cette parole qui se libère et il se passe quelque chose. En tout cas, au Québec, il y a un tournant depuis quelques années, cette parole libérée. On a commencé à voir ça avec une humoriste chez nous qui s'appelle Mariana Mazza, qui s'est fait connaître avec un sketch sur l'expression « avoir du sable dans le vagin », qui est une expression très, très sexiste, qu'elle se faisait servir elle-même. Et elle attaque de front Mariana Mazza. Elle présente donc des spectacles qui ont énormément de succès. Et un autre de ses tour de force, c'est qu'elle, sur un plateau de télé, elle a demandé à Denise Bombardier, qui est quand même une institution chez nous, comment c'était la première fois qu'elle s'est adonnée au plaisir solitaire. Alors, imaginez un peu... Voilà, je réponds, peut-être que je la connais. Oui, la réponse a dû... Denise était un peu la réponse a dû durer une demi-heure, quand même. Il n'y a pas eu de réponse. Elle a figé. Elle a figé. Mais donc, Mariana Mazza, mais il y en a d'autres, des jeunes humoristes comme ça, qui sont en train de changer le visage de l'humour. Faut dire qu'on est aussi au Québec dans l'affaire Rozon. Ça, Gilbert Rozon, ouais. Ça nous a... Ça a un peu obligé le milieu à se repositionner vis-à-vis des femmes. Je suis critique littéraire depuis 15 ans. Mon métier, c'est de lire. Il y a 2 ans, mon frère est mort. Il a choisi de mourir. Et cette disparition m'a plongée dans un tel état de souffrance et de chagrin que je me suis trouvée incapable de lire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je me suis mise à écrire pour la première fois. J'ai voulu faire le tombeau de mon frère tombé, lui rendre hommage, parce qu'il était incroyable, il était flamboyant, il était magnifique, il était drôle. Et puis j'ai voulu m'interroger, comment est-ce qu'on peut rendre les absents présents? J'ai voulu inventer en fait une manière joyeuse d'être triste. C'est difficile pour une critique littéraire de s'exercer à cet exercice-là. Et sauf si on le fait très vite. Or, elle a attendu quand même des années. Elle a attendu des années, mais c'est le suicide de son frère qui a provoqué cette envie d'écrire. Lui demandait régulièrement d'écrire. Il dit, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et dans l'Obs, il y a eu un très, très bon papier où il dit, elle lui a offert un tombeau de papier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alex et son frère, alors quand on parle de suicide, on se dit c'est un livre triste, mélancolique. Absolument pas. Il y a un peu de mélancolie, mais c'est plein d'humour. Le suicide, c'est la toile de fond. Elle nous raconte comment elle a vécu ça, comment elle a appris la nouvelle. D'abord, une première nouvelle apprise à Cadaqués. Son frère a disparu. Il vit au Québec. Il travaille chez Ubisoft et elle connaît tout l'aspect très dépressif de son frère. Donc elle craint le suicide. Finalement, c'est une fausse alerte, mais quelques mois plus tard, il va effectivement se suicider. Ne racontez pas tout. Non, mais ce qui est intéressant dans son livre, c'est non pas le récit du suicide, mais c'est tout ce qu'elle vit. Et c'est un regard sur notre société absolument génial. Elle dit, ben voilà, moi je vis, elle est germanopratine, elle dit, voilà, j'arrête pas de voir des femmes qui sont là, des yogis, voilà, du jour au lendemain, les femmes deviennent maîtres yogis, elles vivent ici et maintenant, elles ne mangent plus de viande, elles deviennent végétaliennes. Et elle dit, ben moi, je suis restée telle que je suis. Ben, je mange de la viande. J'arrive pas à me faire de la méditation tous les matins. Je ne corresponds pas à ces critères qu'on veut nous imposer. Il y a plein d'humour. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré. Mais Paul Simon, vous en pensez quoi? Eh bien, moi, je suis totalement d'accord avec Laura. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre ne parle pas de la mort, il parle de la vie, en fait. Et il est tragique, tendre, joyeux... comme la vie. Il y a aussi une plongée dans cette bourgeoisie française, 16e arrondissement, etc., mais qui est décrite plutôt au Faubourg Saint-Germain. Oui, d'accord, mais qui est décrite de façon extrêmement crue, mais aussi tendre et sans faux semblant, etc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui est très humain et ça prouve... Et je fais peut-être référence à un sujet d'une émission précédente, que l'on peut décrire des situations familiales extrêmement lourdes sans faire un ouvrage pesant. Et donc ça, je trouve que c'est bien. J'ajouterais une petite chose, qu'il y a c'est émaillé de petites phrases absolument délicieuses. Je vous en ai gardé une pour nous, Guillaume, on est quand même les plus âgés ici. On réalise qu'on vieillit quand on ne reconnaît plus personne dans Voici.
C'est assez juste, c'est assez juste. Ah, mais vous avez eu les deux vacheries. Premièrement, je lis voici. Deuxièmement, je suis le plus âgé. Paul Simon, je vous remercie. Vous êtes remarquable. Il y a aussi vivre, c'est perdre du terrain. Mais Oui, ça, oui, il y a plein. Il y en a plein. Oui, oui. Mathieu et Michel, très brièvement, parce qu'on arrive au terme. Ben, en fait... Approbation? Oui, de manière générale, oui. Moi, c'est un livre, en fait, j'attendais avec beaucoup... en fait, j'ai beaucoup de points d'interrogation parce que je connais plusieurs personnes qui gravitaient autour de ce directeur de création-là, donc chez Ubisoft. Et c'est intéressant... Alex de Lamberterie, pour ne pas le nommer. Ah oui, il est dans le livre. Et donc, Alex de Lamberterie... c'est une mort qui a beaucoup, évidemment, comme tous les suicides, ça a beaucoup choqué toute la communauté de gens qui étaient autour, les gens dans le jeu vidéo, les médias, la pub et tout ça. Et c'était un livre où, en fait, il y aurait pu avoir beaucoup d'écueils. En fait, les écueils étaient très nombreux et Olivia de Lamberterie n'y fait pas de naufrage. C'est-à-dire que c'est pas un livre pleurnichard, c'est pas un livre où elle va révéler des trucs sur son frère qu'on ne savait pas déjà. Et en même temps, tout ça dans un style, comme vous le disiez, Alain, qui est quand même très... je dirais, presque apaisée. On dirait qu'elle le disait d'ailleurs en entrevue qu'elle ne voulait pas écrire ce livre-là en pleurant, en étant au bord des larmes. C'est un livre qu'elle a voulu écrire en ayant un regard clair, un regard, justement, quasiment apaisé sur cette vie tragique-là qu'a été celle de son frère, parce que c'était pas sa première tentative. Il avait fait quelques tentatives de suicide auparavant. Bref, c'est un livre, c'est un très bon livre. Et bien sûr, cette année encore, les grands classiques culturels ont eu leur place dans les débats de 300 millions de critiques. Un jour comme un autre au musée Picasso, on se presse pour admirer les chefs-d'œuvre du maître. Et pourtant, pas de Guernica. Quant aux Demoiselles d'Avignon, elles font tapisserie. Il en faudrait plus pour décourager le public. Je pense qu'on n'en fera jamais assez avec Picasso et la richesse de son œuvre. Je découvre petit à petit comment il est, sa façon de créer ses œuvres. On a l'impression qu'on tire sur Picasso le maximum. Même le musée d'Orsay s'y met, avec une grande exposition sur le premier Picasso. L'artiste a 20 ans quand il arrive à Paris, à Orsay justement. C'était encore une gare à l'époque, et c'est sa période bleue et rose. Là, en l'occurrence, on innove, on touche à un sujet qui n'a jamais été traité. Et une fois de plus, le défi de l'organisation de cette expo faisait que c'était quand même une affaire très ambitieuse. Il ne s'agit pas de mettre Picasso sur une affiche et de se contenter de voir le public arriver. 300 œuvres sont ainsi réunies, la plupart ont été peintes à Paris, mais certaines n'étaient jamais revenues. La vie est une toile emblématique de sa période bleue, elle arrive tout droit de Cleveland, aux États-Unis. Il y a aussi cette fillette à la corbeille qui a défrayé la chronique en mai dernier. Le tableau a été vendu à 115 millions de dollars, une succession de chefs-d'œuvre qui donne le tournis. Tout le monde connaît Picasso. Je veux dire, il est connu de gens qui, pour certains, n'ont même jamais vu une seule de ses œuvres, qui n'ont jamais vu Les Demoiselles d'Avignon, donc que vous n'avez jamais invité à l'apéritif chez vous, Guillaume, ni qui n'ont vu Guernica ou d'autres tableaux historiques. C'est comme il y a des tas de gens qui n'ont jamais écouté de jazz et qui connaissent Miles Davis. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de plus grand, même que l'art en termes de notoriété, et c'est mérité. Vous voyez, ça n'est pas comme Jean-Claude Van Damme qui serait plus grand que le cinéma, par exemple. Personne n'a jamais dit ça. Voilà. Et la fameuse Picasso, phrase, je ne cherche pas, je trouve. Et Guillaume, il y a actuellement en France, rien qu'en France, 16 expositions Picasso, c'est vous dire sa popularité. Mais ce serait infaisable s'il n'y avait pas justement autant d'œuvres. Cette œuvre pléthorique. Oui. Évidemment. Et puis c'est différentes périodes. C'est géré par la famille, enfin par les héritiers, et donc ils prêtent en fonction d'eux, dans tous les endroits du monde, en essayant de répartir les thématiques des expositions. Mais alors, c'est la première fois, en revanche, qu'on voit en France, au musée d'Orsay, son tableau La Vie, qui est d'ailleurs le sujet d'un très bon petit livre de Édouard Dor, grand spécialiste de l'Afrique, puisqu'il a été le patron des RFI en Afrique pendant de très nombreuses années, et il est par ailleurs un grand spécialiste de la peinture et qui publie donc Picasso, l'énigme de
La vie, c'est le titre d'un tableau. Voilà, aux éditions Espace et Ligne. Et donc, tous les amateurs de Picasso sont amenés à soit remonter dans leur voiture, soit acheter ce livre. Ah, je croyais qu'il fallait acheter Michel, vous avez été à Orsay voir l'exposition? J'ai vu les 2 expos, effectivement, et 2 expos qui résonnent d'ailleurs en Suisse. Parce que ce qui est extraordinaire à Orsay, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est quand même l'arrivée de toiles privées, comme quand on en avait parlé au moment de l'arrivée de l'exposition Choukine à Paris à la Fondation Vuitton, que personne n'avait jamais vu. Ouais. Et notamment l'expo d'Orsay, donc période bleue, période rose, sera ensuite à Beyeler en Suisse, ce sera à partir du mois de janvier, une fois que c'est fini à Paris, donc voilà. Et en plus, le Suisse que je suis, pour parler de la folie Picasso, vous m'arrêtez si je suis trop long, parce qu'il y a 1001 anecdotes, mais il y en a 2 en particulier qui sont saisissantes. N'en fait que 998. Bon, 998. Non, mais parmi les tableaux qui sont exposés, il y en a en tout cas 3 qui ont une résonance en Suisse qui est vraiment importante. D'abord, il y a l'Arlequin assis qui est au musée Picasso. Absolument. Et il y a les 2 frères qui est à Orsay. Et ces 2 tableaux, eh bien, en 1968, ont fait l'objet d'une manifestation populaire des habitants de la ville de Bâle qui ont voulu que la ville s'engage pour racheter ces 2 tableaux à la fondation qu'ils avaient prêtée au Kunsthaus Museum de Bâle. Le responsable de la fondation avait des ennuis financiers, il voulait reprendre les tableaux pour les vendre. Les gens sont descendus dans la rue. Je ne sais pas si vous imaginez, en 68, les gens sont descendus dans la rue avec des pancartes demandant que ces tableaux restent là et que la municipalité s'engage pour les acheter. Le côté révolutionnaire. Non, mais c'est délirant quand on parle de ça. Non, mais c'est délirant. Et effectivement, ça a été fait. Ils ont sorti l'argent, ils ont racheté ces tableaux. Quand Picasso a su ça, finalement, il était tellement émerveillé qu'il en a donné d'autres au musée de Bâle parce que, pour les remercier de ce geste. Et puis l'autre chose, alors pour parler vraiment de Picasso et de la Suisse... Par ça. C'est un autre tableau qui date de 1901, aussi avec Carles Casagemas, son ami, donc, qui est portraitisé dans La vie. C'est qui s'est suicidé. Et c'est le tableau Évocation. Et ce tableau a servi notamment à Carl Gustav Jung, notre grand psychanalyste, pour écrire un article sur Picasso en 1932 à l'occasion d'une rétrospective qui était consacrée à Picasso, disant que ce dernier se détournait du beau et du bon et qu'il était démoniaquement attiré par la laideur et le mauvais, et d'estimer que Picasso allait mourir dans la démence, parce qu'il analysait ses dessins ou ses peintures comme les dessins de ses patients. Et au-delà de l'anecdote de Carl Gustav Jung, Picasso a cristallisé le clivage en Suisse à ce moment-là entre la droite et la gauche, voire l'extrême droite, parce que Jung avait des affinités ou des sympathies avec le national-socialisme et Hitler à ce moment-là. Et comme Jung était quand même passablement écouté, cet article a eu beaucoup de résonance et ça a participé à définir, on va dire, une certaine politique culturelle en Suisse qui allait vers l'art traditionnaliste et pas du tout vers les modernistes ou les progressistes, qui a eu une influence encore pendant 10, 20, 30, 40 ans derrière. Et c'est Picasso précisément qui a cristallisé ça à travers l'artiste de Jung. Comme quoi, Picasso, son importance, elle est évidemment dans l'art, comme Miles Davis dans le jazz, parce qu'il a toujours évolué, mais depuis, on se l'a approprié, on se l'est pris. Il dépasse son art. Dans ce sens-là, il est presque plus grand, effectivement, que le XXe siècle, parce que son art, finalement, voilà, il touche au social, il touche à la politique. Voilà, et nous nous sommes singularisés, nous, en France, puisqu'il vit ici depuis le début du XXe siècle, et puis on a acheté les Picasso extrêmement tard, donc ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis partout. Je crois que c'est le musée de Grenoble qui a acheté le premier Picasso en 1937, et quand il y a eu une grande exposition dans les années 60, André Malraux, célèbre écrivain, mais gaulliste devant l'éternel, a refusé une donation Picasso. Il était prêt à donner des centaines de tableaux. Pourquoi? Parce qu'il était communiste. Il ne supportait pas qu'il soit communiste. Donc, voilà, ceci n'est pas mis, évidemment, au crédit d'André Malraux, car c'est une gigantesque connerie. Il n'y a pas d'autre mot pour ce qui concerne, évidemment, la postérité de son œuvre. C'est l'origine de « Je t'aime moi non plus » de Gainsbourg. Ah bon? Je sais. Ah, ben, c'est Dali qui disait à propos de Picasso, « Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est peintre, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. »
C'est à New York, dans les années 70, que tout se passe, dans le monde entier. C'est la capitale mondiale de la culture. Un jeune Haïtien rôde dans les rues, il n'a fait aucune étude d'histoire de l'art. Il va dans les musées et il a la rage qu'aucun artiste noir ne soit dans ces musées. Il travaille dans la rue avec beaucoup de graffeurs, mais il ne s'est jamais considéré comme un graffeur. Et très rapidement, il est devenu archi célèbre, ce qui casse complètement le code classique des gens qui vous disent les artistes importants sont les artistes qui sont sanctifiés par l'éternité. Dans le cas de Basquiat, comme dans le cas de Picasso, comme dans le cas de Velázquez, ça a toujours été totalement faux. Velázquez est devenu célèbre très jeune, Picasso est devenu célèbre très jeune, et Basquiat a été extraordinairement célèbre avant de mourir. Donc ce sont des météores, mais des météores qui accède à cette éternité. Cette éternité, évidemment, à Bobé, on est obligé de le dire, on en parlera avec Yves et la musique, puisqu'il y a un extraordinaire tableau tout noir, Yves, qui est la représentation d'un disque de Charlie Parker, qu'on peut voir dans un étage. C'est le lien qui existe aussi entre la musique, la culture noire, et cette revendication de ces grands guerriers noirs qu'on voit et qui sont exceptionnels. Vous avez fait comme tous les grands génies, vous avez synthétisé ma pensée, oui, fait, Guillaume. C'est la télépathie, c'est le vaudou. Vous m'avez vaudouisé mon esprit. Oui. Ce blanc est trop fort, c'est un blanc supérieur. En fait, ce qui est extraordinaire avec Basquiat, c'est que c'est un super-héros lui-même. Voici un jeune Afro-Américain qui explique « Me voici dans un monde de blancs et me voici au sommet du nec plus ultra du monde occidental, c'est-à-dire la mode, un endroit où vraiment les Afro-Américains, même s'il a une souche portoricaine, n'ont pas accès. Haïti le convoque, il convoque sa part d'africanité, il célèbre tous ses super-héros, donc c'est Malcolm X, c'est Charlie Parker, c'est Joe Louis, et cette rage, j'aime bien la notion de rage, parce qu'effectivement, les gens sont dans l'urgence. Et il a réussi, parce que c'est le trait des génies, à faire une synthèse qui touche, qu'on soit noir ou blanc, qui touche l'humanité. Parce que lorsqu'il dresse le portrait robot d'un policier noir dans un monde de blanc, ça questionne beaucoup de choses. Et c'est là où je trouve vraiment que lui qui a rejoint le Club des 27, ces artistes de génie qui sont tous Hendrix, voilà. Janis Joplin, etc., Hendrix, c'est quelqu'un... Jones, Kurt Cobain, absolument. Nick Drake. Ils sont très nombreux. C'est quelqu'un qui aura marqué des générations. Alors, sur le plan formel, vous avez évidemment l'exemple avec des tableaux qui sont des combinaisons Warhol-Basquiat, mais c'est vrai que vous trouvez dans les tableaux de Basquiat à la fois des écritures, comme il y en a dans les restaurants, des écritures, mais aussi des choses qui ont un rapport avec des descriptions médicales du corps, puis des symboles de la culture noire, on vient d'en parler il y a quelques instants, puis des grands aplats de couleurs qui rappellent finalement la culture occidentale, les bleus de Matisse ou les bleus de Miro. Donc tout ça est mélangé en 7 ans par un type qui avait quand même une hygiène de vie qui était proche de la dinguerie absolue, si l'on en croit un formidable livre qui s'appelle La Veuve Basquiat, qui a été écrit par Jennifer Clément, qui a confessé, donc celle qui a accompagné une partie de sa vie, qui s'appelle Suzanne Malouf. Vous représentez ce continent américain, dont il est maintenant clairement le héros. Quel écho on en a aujourd'hui, par exemple, chez vous? Tout le monde a envie de venir à Paris, à la Fondation Vuitton, pour voir cette exposition-là. J'ai fait beaucoup de jaloux chez nous en disant que je venais la voir, parce que oui, il y a l'aura autour de Basquiat. Elle est là, Laura. C'est Basquiat qui elle apostrophe. Donc, il y a toute un aura autour de lui, mais la raison pour laquelle il capte encore autant aujourd'hui, c'est que oui, il y a le talent de la peinture, mais c'est aussi, je trouve, un artiste qui est un génie, c'est lorsqu'il reflète son époque. Il reflète son époque, il parle du noir afro-américain, de sa condition, de son état, de ce New York sale dont Yves parlait tout à l'heure, mais malheureusement, il parle du New York sale d'aujourd'hui, de l'Amérique qui a beaucoup de difficultés encore aujourd'hui avec le jeune homme noir afro-américain. La brutalité policière, ça date pas des années 80. Donc, je pense que le jeune noir afro-américain se retrouve encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ses œuvres sont reprises sur des baskets, sur des sacs à dos, sur des T-shirts. Il y a beaucoup de ses œuvres qui sont reprises un peu partout. Donc, oui, cette émotion-là, on la ressent. On la ressent parce qu'il a réussi à capter très bien ce moment-là, mais parce que malheureusement, c'est encore tout à fait d'actualité.
La poésie de Miro, ces grands tableaux abstraits, ces étoiles, ces lignes qui traversent les peintures. Ce petit personnage qu'il était, qui est à la fois aussi célèbre que Picasso, mais c'est un peu l'anti-Picasso. C'est intéressant que vous posiez le propos en ces termes, puisque ça commence petit. L'Expo Miro, et ça commence comme une exposition un peu classique. Donc j'avoue qu'au départ, je n'étais pas hyper convaincu. Je me suis laissé porter un peu. Et puis, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, j'ai été aspiré par l'œuvre de Miro pour progressivement être immergé et submergé par cette œuvre. Et donc on sent vraiment, et à ce titre-là, l'exposition est assez bien faite. Au début, on est dans le figuratif, et puis progressivement, on perd pied, on perd pied, on perd pied, et les œuvres deviennent... Vous arrivez devant les 3 grands tableaux bleus. Et là, c'est l'apex. Et là, on est dans l'extraordinaire. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que ça correspond aussi à l'espace dans lequel elle a travaillé, puisque ce basculement dans le gigantisme vient de son déménagement à Majorque en 61, je crois. Et où il dit lui-même, j'ai déballé des caisses que je ne pouvais pas déballer dans mes petits ateliers. Et là, j'ai commencé à reprendre des toiles, j'ai commencé à retravailler. Et je les ai retravaillées en sens inverse, c'est-à-dire j'ai enlevé jusqu'à atteindre ces trois œuvres bleues. Et puis ensuite, il y a un rebasculement, et là où on tombe dans le contemporain, dans le Basquiat, dans le graffiti, dans le côté, j'arrive à la fin de ma vie et j'y vais, je me lâche complètement. Basquiat, avant Basquiat. Oui, c'est assez phénoménal. Donc, je me suis vraiment laissé avoir par cette exposition et par son Vous œuvre. avez raison, mon cher Sylvestre. Laissez-vous avoir. Je me suis laissé prendre. Voilà, laissez-vous voir. Ça, c'est un autre sujet. Ben oui. Je vous conseille d'ailleurs, en dehors du Grand Palais, d'aller quand même voir les salles Miro au Prado ou à Reina Sofia en Espagne, qui sont absolument extraordinaires. La Miss Suisse. Présent, toujours, Guillaume. Oui. Magnifique, superbe, extraordinaire, sublime. Il n'y a pas assez d'adjectifs pour cette exposition et pour l'œuvre de Miro. C'est un voyage dans la tête de quelqu'un et qui la partage avec nous. On se fait... voilà, on est immergé par ça. Et puis en même temps, tout au long de l'exposition, alors on voit bien, comme Sylvestre le disait, l'évolution du peintre. Et rien que pour ça, c'est intéressant, comme tous les grands artistes. On a déjà parlé plein de fois dans cette émission, que ce soit Miles Davis ou Coltrane en jazz ou d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution constante. Picasso, il y a eu une évolution constante dans leur œuvre. Mais me revenait toujours à l'esprit, c'est-à-dire ce qu'on sait peut-être pas toujours, en tout cas du point de vue du grand public par rapport à Miro, c'est que Miro, c'était un punk. Faut dire ce qu'il est. C'était un révolté. C'était quelqu'un qui, sous une apparence de petit bourgeois, comme ça, toujours bien habillé, avec... un peu comme Magritte. Ouais, avec son costume, voilà, qui était bien taillé. Ce type était un rebelle fini du début à la fin, et toute son œuvre fonctionne de cette manière-là quand on la voit. Il s'est toujours remis en question, il a toujours cherché à aller plus loin. Quand on voit effectivement les tableaux de la fin de sa vie, où il y en a un en réalité, il y en a qu'un seul, je crois, dans l'exposition au Grand Palais, auquel il a mis le feu, qu'il a brûlé littéralement. En réalité, il l'a fait, c'était pas simplement par un geste esthétique, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un tel point où ça marchait tellement bien pour lui, où ce qu'il faisait était tellement simple, était tellement accepté, qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il renaisse. Pour renaître, il a littéralement mis le feu à ses tableaux pour trouver autre chose. Alors le paradoxe, c'est comme pour Banksy tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le marché de l'art reprend les rébellions, et ça a marché encore aussi, on l'a aussi adoubé de cette manière-là. Mais que ce soit dans les céramiques, dans les sculptures, dans les tapisseries géantes, dans les tableaux qu'il a pu faire, dans la pièce de théâtre qu'il a faite tout à la fin de sa vie, où il a travaillé vraiment avec des hippies et se comportait comme un hippie, ce type a été un punk constamment, et voilà, voir cette œuvre et penser à cela, c'est un voyage absolument magnifique. Myriam. Et en ça, il faut aussi s'arrêter aux projections. En milieu de parcours de l'exposition, il y a une espèce de petit documentaire où il raconte justement sa vision, sa réflexion et l'évolution de ses créations. C'est assez intéressant. Parfois, on passe devant ces projections-là. Il faut vraiment s'y arrêter. Ce qui est intéressant aussi dans cette exposition-là, c'est... on connaît bien les constellations, là, les images de la nuit avec les étoiles. Je pense que c'est ce qu'on connaît bien de Miro, mais c'est intéressant de voir le début de sa carrière, les trucs un peu plus figuratifs, où la campagne faisait partie de sa vie, où il était très inspiré par le côté rural. Il parle beaucoup de son inspiration des œuvres perses aussi, qui l'ont inspiré dans la technique de cette période-là. Je
crois que c'est assez intéressant quand on découvre un peintre d'aller à la genèse et puis ensuite de voir l'évolution, comment il a déconstruit son coup de pinceau. Et donc, je pense que les Québécois vont être assez fascinés l'an prochain lorsqu'on va avoir une exposition justement de la période Majorque de Miro à Québec au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est sa période foisonnante, là, des grands tableaux dont Sylvestre parlait tout à l'heure. Donc, 8 mois au Musée de Québec. Mon cher Amobé, vous fûtes. Mes collègues ont tout dit, je vais juste vous faire un résumé résumatif. Magistral et pluriel, comme disait Alice au Pays des Merveilles. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que l'on découvre la dimension de cet homme qui se renouvelle sans cesse. Alors, il est au top lorsqu'il s'agit de peinture, lorsqu'il s'agit de gravure, de dessin et de poésie. On n'a pas dit que c'était aussi un littéraire. C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est le contemporain des Michel Léris, des Éluard, des Breton, Aragon. Alors avec Breton, ils inventent le surréalisme, c'est l'un des cofondateurs, on peut le dire carrément. Et ce qui est incroyable, parce que leur théorie, c'était soit on change la société par la politique, soit on change par l'art et la poésie. Et lui, c'était son créneau. Ce que j'aime aussi, cette dimension que partageait un autre grand monsieur qu'on a beaucoup cité dans nos dernières émissions, c'est Charles Aznavour qui disait que pour monter sur scène, il fallait qu'il crève la dalle, sinon il ne pouvait pas restituer. Il y a ce côté-là aussi chez Miro, qui d'ailleurs peint le carnaval des Arlequins, de l'Arlequin, parce qu'il justement avec des hallucinations qui sont liées à sa fin. Donc juste pour à sa fin, F-A-I-M. Même si sa fin est majestueuse, comme vous l'avez dit, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on découvre un type qui n'avait absolument aucun carcan et qui se renouvelait à chaque fois. Au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle au Collège de France. Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seul